Aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement aux opérations à lancer, cas justement où vous aurez mis en place du Teams assez rapidement, par exemple justement pour réagir par rapport à la crise sanitaire et mettre en place du télétravail au sein de l'entreprise. Là, il fallait réagir vraiment du jour au lendemain. Alors, c'est toujours faisable d'ouvrir Internet Office 365 du jour au lendemain, ça marche. Après, c'est un peu tout ce qu'il y a justement à faire après pour pérenniser ça. Alors, une fois qu'on a lancé notre Teams, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si d'habitude ça prend autant de temps, il y a tout un projet en amont, c'est que vous avez certainement fait des choses qui manquent. Et donc là, en plus, vous risquez d'avoir des personnes à la sortie du confinement qui vont revenir dans l'entreprise. Et donc, il faut un peu réfléchir, non plus dans le cadre de l'utilisation avec des gens à la maison, mais une utilisation avec des gens en entreprise. Et donc, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de vous présenter tout ça. Donc, on va parler de quoi? De pourquoi Teams? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire au-delà de cette mise en œuvre rapide que vous auriez pu avoir? Pourquoi Teams plutôt qu'un autre outil? Voir comment il faut l'insérer au sein du SI, l'impact que ça va avoir sur votre parc de machines, l'impact que ça peut avoir sur votre réseau. On parlera aussi des licences, c'est pas dans la slide, mais on va en parler. On parlera aussi de le relier directement à votre Active Directory local, chose que vous n'avez certainement pas faite si vous êtes parti dans le rush. On parlera de la sécurisation, on parlera aussi des sauvegardes d'ailleurs, et pas que de l'authentification. On parlera de l'ouverture, dans quel ordre ouvrir les services, parce que si vous prenez du Office 365 et pas que du Teams, parce que tant qu'à prendre du Teams, souvent on se dit je vais prendre tout Office 365. Il faut réfléchir à dans quel ordre ouvrir tout ça et comment l'ouvrir. Et puis, on parlera en dernier point de la manière de communiquer auprès ou de former les utilisateurs. Et donc, pour commencer, je vais te laisser démarrer, Florian, le pourquoi Teams. Ok, parfait. Donc, comme le disait très bien Sébastien dans l'introduction, on a eu tendance à installer pendant le confinement des outils de télétravail, donc des outils pour travailler à distance. Teams en fait bien sûr partie, il n'y a pas que celui-là, il y a eu différents outils qui ont été déployés sur le territoire. Aujourd'hui, on va vous parler spécialement de Teams. Donc, pourquoi ça a été mis en place? Tout simplement, depuis le 17 mars et la semaine d'après pour nous, nous avons eu une période de confinement qui a duré enfin à peu près 1 mois. On en est sorti lundi. On en est sorti temporairement d'ailleurs. On ne sait pas si cela ne va pas se reproduire. Tout va dépendre bien sûr de l'évolution de l'épidémie. Donc voilà. Mis à part ça, le télétravail, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, hein. On n'a rien inventé. On a seulement mis en place des bonnes pratiques, des choses qui sont déjà exploitées. On a des chiffres qui ont été réalisés en France pour cela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 26% des personnes qui travaillent sont éligibles au télétravail. Donc pour être éligible au télétravail, il faut quoi? Il faut tout simplement pouvoir accéder à ces fichiers, pouvoir accéder à notre production de tous les jours, donc soit nos outils informatiques, soit nos fichiers, donc nos dossiers, nos sous-dossiers. C'est pratiqué en France à hauteur de 8 à 17% de ces personnes. Donc 8 à 17% de ces 26% travaillent réellement. On a une moyenne de 20% en Europe, donc la France est un petit peu en retard par rapport à tout ça. Des pays sont, comme d'habitude, en avance, les pays nordiques notamment, qui voient à peu près 30 à 35% des personnes en télétravail. Donc, on va vous parler aujourd'hui spécialement de Microsoft Teams. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Microsoft Teams, c'est qu'on est rendu aujourd'hui à 44 millions d'utilisateurs actifs tous les jours. Ça comprend 93% des 100 entreprises, enfin des 100 plus grosses entreprises au monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 650 organisations dans le monde ont plus de 10 000 salariés et l'outil est disponible dans 53 langues différentes et on ne fait qu'en ajouter au niveau de traduction, etc. On a vu toutes ces petites fonctionnalités lors de nos anciens webinaires. Tu veux ajouter quelque chose sur cette slide, Sébastien, ou on passe au suivant? Ça, c'était les chiffres d'avant, c'était début, ils ont été communiqués début 2020, donc là aujourd'hui, ça n'a certainement plus rien à voir parce que tout a changé, quoi. Donc les chiffres ont été certainement revus à la hausse, mais Microsoft n'a pas recommuniqué là-dessus. Donc effectivement, il y a eu énormément de montées en charge de Teams pendant le confinement. Ce qui a d'ailleurs causé quelques ralentissements de l'outil lors de la première semaine d'utilisation, la première semaine de confinement. Ces chiffres seront réactualisés au plus tôt, on l'espère.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le télétravail, donc ce n'est pas que ajouter des freins à l'entreprise. C'est-à-dire le fait de travailler à distance, ce n'est pas que pour embêter les entreprises. Ça a de réels avantages de mettre en place ce type de solution. Ce type de solution n'était pas forcément étudié en Calédonie. Aujourd'hui, on a vu que c'est un réel avantage en fait d'avoir le télétravail chez soi. Encore quelques chiffres qui ont été faits au niveau de la France, cette fois-ci en 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place du télétravail a réduit de 5,5 jours par an le nombre d'arrêts maladie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les gens ne vont plus prendre d'arrêt maladie quand ils ont un rhume et qu'ils ne veulent plus aller au travail, mais aussi bah, dès qu'ils ont besoin de gérer leurs enfants ou gérer des choses comme ça. Des fois, la seule solution était de poser un arrêt maladie. Aujourd'hui, avec le télétravail, on va pouvoir mettre à disposition de ces personnes un outil pour qu'ils puissent continuer à travailler chez eux avec tous les embarras qu'il y avait à côté. On a vu que c'est pas pour ça que les employés étaient beaucoup moins productifs et au contraire. Ça augmente le temps de travail. Effectivement, bah, les gens qui travaillent en télétravail n'ont plus forcément regardé leurs horaires. Et pourquoi ils vont plus regarder ces horaires? Bah, tout simplement, imaginez un salarié qui en a pour 1 heure à venir au travail et 1 heure à revenir chez lui le soir. Bah, ces horaires, pour lui, c'est comme s'il était déjà au travail. Donc, il va peut-être les prendre pour continuer à travailler, tout simplement. C'est une augmentation de la productivité. Effectivement, au travail, on a toujours tendance à être dérangé par des personnes pour des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans notre planning. Bah, tout simplement, où est mon dossier? Est-ce que tu sais où est-ce que j'ai rangé cela? Est-ce que tu sais où sont ces choses-là? L'avantage, c'est que de travailler à la maison, on enlève toute cette pollution. On évite tout simplement d'être embêté par les autres personnes. Et ça nous permet d'être beaucoup plus concentrés dans notre travail et donc d'augmenter en moyenne de 22% notre production. Hop. Augmentation du temps de sommeil de 45 minutes par jour. Dieu sait ce que c'est important. Hop, tu peux revenir un petit peu en arrière, Seb, je crois que tu as passé une slide. Merci. Donc, tout le monde sait que c'est important, hein, le sommeil, le fait de pouvoir se concentrer tout simplement. En moyenne, c'est une augmentation de 45 minutes de sommeil par jour. Et effectivement, la personne qui avait 1 heure de trajet bah, va peut-être profiter de cette heure pour dormir le matin. Temps moyen gagné par jour, 37 minutes. Effectivement, bah, toujours pareil, hein, c'est le temps passé dans les bouchons, le temps passé sur la route qui est gagné. Et le taux de satisfaction des employeurs est de 96%. Effectivement, c'est un chiffre à étudier. On a toujours tendance à penser que le travail, ça sera des embarras supplémentaires. Et non, on a prouvé hein, que le taux de satisfaction des employeurs de 96% veut dire que bah, les employeurs sont contents d'avoir mis le télétravail en général dans leur société. Pourquoi mettre le télétravail en place? Donc ça, c'est forcément des choses dont vous vous êtes peut-être rendu compte lors de la période de confinement. Bah, tout simplement pour essayer de réaliser les chiffres qu'on a vus avant. L'augmentation de la productivité, 22%. L'augmentation de la collaboration, bah, effectivement, le télétravail, souvent, c'est de se dire bah, comment je vais faire aussi en sorte que les gens vont continuer à collaborer, vont continuer à pouvoir discuter entre eux. Bah, effectivement, en mettant un outil tel que Teams, vous allez pouvoir augmenter la collaboration. Et pas forcément qu'en télétravail d'ailleurs. Imaginez des personnes qui sont sur des sites à distance, ils vont pouvoir parler entre eux, ce qui était rare avant. Avant, ils avaient tendance à appeler une personne quand il y avait besoin uniquement ou quand il fallait la contacter en urgence. La plupart du temps, on a tendance à envoyer un mail. Aujourd'hui, Teams va permettre d'augmenter la réactivité et la vitesse de collaboration entre ces personnes. Et aussi, donc, permettre l'innovation. Bah, pourquoi? Bah, déjà, tout simplement parce qu'on va passer sur un outil qui est plutôt moderne, contrairement à du mail qui, lui, est traîné depuis quand même quelques années maintenant. Mais aussi va permettre de pouvoir aussi collaborer sur ce type de sujet, donc va pouvoir permettre d'avancer sur les outils technologiques de manière plus générale. On a estimé aussi le ROI sur la mise en place d'un tel outil. Donc, pour une entreprise de 5000 salariés, on va avoir un gain de 30 millions de dollars, donc ce qui est énorme pour une mise en place de 3,3 millions, ce qui veut dire un gain de 90% de la somme investie. Ouais, alors, c'est les chiffres de Microsoft. Hein. C'est les chiffres de Microsoft, effectivement. La source est écrite en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, ça finit toujours par augmenter le coût que vous avez investi sur ce type d'outil, que ce soit par le confort humain ou que ce soit même sur des avantages financiers.
Et pourquoi? Tout simplement, des fois, pour le principal poste des dépenses sur ce type d'outil, ça va être tout ce qui va être réunion à distance. On en a très peu en Calédonie, mais imaginez, notamment en métropole, des entreprises qui ont un siège à Paris, un siège à Londres, un siège, pourquoi pas à Londres, mais aussi à Lyon, à Nantes et à Marseille. On voit encore des entreprises payer les salariés pour se rendre sur les lieux de réunion. On retrouve ces sources un petit peu partout sur internet, ce qui est une aberration aujourd'hui avec les outils qui sont mis à disposition. Effectivement, avec des outils tels que Teams, vous n'allez plus compter ces temps de déplacement, qui très souvent sont payés d'ailleurs. Donc, on va déjà avoir un gain sur ce type de choses. On va avoir un gain de 4 heures par semaine pour les télétravailleurs. Et sur quoi? Ça va être aussi sur, donc effectivement sur la partie collaboration, le fait de retrouver les fichiers, etc. Mais aussi sur le temps de traitement des mails. C'est quelque chose qui est très très important. Aujourd'hui, quand vous prenez le temps de lire un mail, de le traiter et de renvoyer un mail, en général, on a entre 10 et 15 minutes. Avec du Teams, par exemple, c'est quelque chose qui va être fortement augmenté par le biais du chat, par le biais des outils tels que ça. Et aussi le fait de gagner du temps sur le fait de passer entre différentes applis. Aujourd'hui, on va avoir une appli qui permet de collaborer, on va avoir une appli qui permet de chatter, on va peut-être avoir un Facebook qui permet de parler avec le collègue d'à côté. Aujourd'hui, si on a un seul outil dans l'entreprise qui est fédéré et qui permet de faire toutes ces choses-là, on gagne du temps à ne plus basculer entre les applis tout simplement. Ce temps a été estimé d'1 heure par semaine. Et je n'ai pas la dernière, si tu peux en parler, Seb. Réduction du downtime. C'est simplement lié au fait que ce qu'on appelle le downtime, c'est-à-dire une appli cloud aujourd'hui, la qualité de service, c'est-à-dire la capacité de l'appli à ne pas se casser la figure, est bien inférieure à ce qu'on arrive généralement dans les entreprises à avoir si vous avez des serveurs que vous avez chez vous. Donc comme ça tombe moins souvent en panne, c'est plus souvent disponible, donc ça empêche moins souvent vos employés de travailler, tout simplement. Ça marche, merci. Voilà. Et je me permets de garder la parole parce que la slide suivante, c'est pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est derrière votre direction. Je risque de vous dire, mais pourquoi du Teams et pourquoi pas utiliser Zoom? Parce que tout le monde utilise du Zoom à la maison. Et puis, j'ai regardé, si je prends Gartner, Zoom est mieux placé que Microsoft là-dessus. Si vous ne connaissez pas Gartner, c'est le truc qui est à gauche et qui est regardé par à peu près toutes les DSI. Et qui, chaque année, sur différents sujets, fait des diagrammes pour vous dire que ceux qui sont en haut à droite sont les meilleurs. En gros, le but du jeu, c'est d'être le plus en haut à droite possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous prenez un outil comme Zoom, Zoom ne fait que la partie visio, là, ce qu'on est en train de faire là, mais il ne fait pas du tout la partie collaborative, les espaces collaboratifs, partage de fichiers, etc. Ça n'est pas du tout présent dans Zoom, c'est pas du tout son travail. Donc, ça ne fait pas le même boulot. Et quand il s'agit de télétravailler, si vous n'avez pas votre outil collaboratif derrière, vous n'irez pas bien loin. Après, sur Zoom, on a un deuxième problème. On a une deuxième série de problèmes. C'est qu'ils ont été extrêmement mauvais sur la sécurité. À vrai dire, il y a eu un très gros succès de Zoom, parce qu'au début du confinement, ils ont filé ça gratuit dans les écoles américaines. Du coup, tous les jeunes américains l'ont utilisé, ce qui fait que les parents l'ont utilisé, ce qui fait que ça a fait traîner de poudre et tout le monde s'est mis à l'utiliser. C'est devenu très à la mode. Du coup aussi, eh bien, les chercheurs en sécurité ont commencé à se pencher dessus et quand ils sont penchés sur la copie de Zoom, qui est un logiciel qui était assez récent, ils ont découvert une quantité de failles de sécurité assez monstrueuse et ils se sont rendus compte aussi que Zoom faisait un peu n'importe quoi avec les données personnelles. On s'est rendu compte que ça repassait chez Facebook, que vos communications pouvaient passer par la Chine, ce qui n'est pas très intéressant, surtout quand vous habitez Taïwan, etc., etc. Si vous voulez le détail là-dessus, j'ai fait tout un article. Je vous remettrai le lien dans le Teams. Je veux dire, si vous cherchez des arguments sur le pourquoi pas utiliser Zoom, ils y sont. Et ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, Zoom, vous pouvez avoir des failles de sécurité, ça peut arriver à tout le monde, mais surtout, ils ont raconté un peu n'importe quoi. Et ils ont fait n'importe quoi, et est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui se sont amusés sciemment à faire et dire n'importe quoi pour maintenir leur cours de bourse? C'est une vraie question. Dans le cas de Microsoft, ça arrive aussi à Microsoft d'avoir des failles de sécurité, mais vous êtes face à quelqu'un qui est très très éprouvé dans le milieu.
Ça fait des années qu'ils gèrent ces problématiques-là et qui, en ce qui concerne la gestion des données personnelles, est plutôt un bon élève aujourd'hui. Donc voilà. Si vous cherchez des arguments, je vous remettrai le lien. Ensuite, la question qui se pose, c'est maintenant, si on se dit on va partir sur du Teams, c'est bon, je dois partir sur du Teams, la question c'est quel est l'impact de cette mise en place de Teams par rapport à mon existant? Et là, je te redonne la parole, Florian. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en Calédonie, pendant le confinement, on a eu tendance à mettre en place du Teams de façon assez brute. Qu'est-ce que veut dire brut? Très souvent, on a mis en place que Teams. On ne l'a vraiment pas intégré avec les autres applications existantes. C'est-à-dire que Teams aujourd'hui, vous avez un nouvel identifiant pour vous y connecter, ainsi qu'un nouveau mot de passe pour vous y connecter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait à prévoir pour pérenniser cette situation, pour pérenniser cet outil? Ce serait tout simplement la coexistence avec les outils qui sont déjà en place dans notre entreprise, qu'ils soient Microsoft ou pas, encore une fois. Comment on va pouvoir prévoir cette coexistence? Tout simplement, dans les entreprises, on va assez souvent retrouver l'outil, par exemple, Skype for Business, qui est un outil qui permet de faire de la téléphonie, du chat et encore plein d'autres choses. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Teams est le successeur de Skype. Skype va bientôt être décommissionné par Microsoft. Teams intègre aujourd'hui l'ensemble des fonctionnalités qu'on retrouvait dans Skype for Business. Il faut donc prévoir ce projet de migration si vous utilisiez du Skype avant et que vous voulez continuer à utiliser du Teams aujourd'hui. Comment prévoir ce projet de migration? Tout simplement en intégrant les utilisateurs dans Teams s'ils ne le sont pas déjà, et en passant ces utilisateurs en Teams Only, c'est-à-dire le fait de dire cet utilisateur va continuer à communiquer uniquement avec du Teams. Ça, c'est pas le plus gros chantier. Le deuxième est bien plus important, c'est la coexistence avec les autres services on-prem déployés. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler un service on-prem? Ça va être un service qui est installé sur des serveurs chez vous en entreprise, sur des data centers chez vous, ou même sur des data centers en Calédonie ou ailleurs, avec des outils on-prem, donc des outils qui s'installent sur ces serveurs, contrairement à des outils par exemple cloud qui sont gérés directement par Microsoft et vous n'avez plus du tout la main sur ces infrastructures. Comment on va prévoir l'interconnexion avec ces services? Tout simplement, si vous avez un Exchange on-prem et que vous voulez passer sur du online, donc sur de l'Office 365 en utilisant la brique Office 365, vous allez pouvoir le faire bien sûr, soit en faisant une migration totale, ce qui est souvent la façon la plus simple de faire, soit vous voulez conserver les données chez vous sur votre serveur chez vous en entreprise, et dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place une hybridation entre les deux pour faire en sorte que vous pouvez utiliser votre boîte mail à la fois sur votre PC et à la fois en online. On va aussi avoir les services SharePoint. Beaucoup d'entreprises en Calédonie utilisent encore du SharePoint on-premise, donc du SharePoint installé en dur sur les serveurs. On va aussi pouvoir prévoir une hybridation entre les deux. Donc comment on va faire? On va peut-être pas envoyer tous nos documents sur le cloud, c'est peut-être pas la volonté que l'on a, mais il va falloir au moins hybrider la recherche, faire en sorte que quand je recherche un document, je vais pouvoir à la fois rechercher des documents qui sont sur mon on-prem et des documents qui sont sur mon online. Et pourquoi pas prévoir une migration totale de ces outils qui va vous permettre d'envoyer l'ensemble des documents sur le cloud, bien sûr. Si vous aviez déjà avant des outils cloud tels que Exchange Online, SharePoint Online ou OneDrive, il va falloir prévoir rassembler les deux. Donc soit faire une migration de tous ces outils vers du Teams, soit implémenter Teams dans votre suite existante pour faire en sorte que tous les services soient au même endroit et puissent coexister. Donc on a aussi la notion du mono et du multi-tenant. Donc dans quel cas on va avoir ce genre de choses? Vous êtes une société qui aujourd'hui regroupe d'autres sociétés en dessous. On va vraiment se poser la question du est-ce que je crée un seul tenant et toutes mes sociétés seront dedans? C'est possible de le faire. Soit on va pouvoir créer différents tenants, donc un par société directement. C'est une vraie question et donc une question de rassemblement des domaines, savoir qu'est-ce que je fais avec mes noms de domaine. Est-ce que je crée un environnement par nom de domaine spécifique ou est-ce que je crée un gros environnement avec tous mes noms de domaine? Les deux choix sont possibles, c'est une question à se poser tout simplement. Sébastien, je vais te laisser passer à la slide suivante. La question qu'on peut se poser derrière, après une fois que on a regardé les applications, il faut se poser la question de votre parc informatique.
Au niveau des machines, si vous avez des machines qui ont moins de 5 ans, normalement, ça se passe bien. D'accord? Mais pareil, c'est-à-dire que, bon, 3 gigas de disque dur, faut compter, c'est lourd, Teams, en termes de RAM, ça peut vous manger quand même jusqu'à 2 gigas de RAM, faut le savoir. Donc, c'est une question à se poser à la fois pour les machines que vous avez dans l'entreprise, et si vous voulez mettre en place du télétravail et que les personnes en question ne disposent pas d'un ordinateur portable de travail, et que donc vous allez leur demander de télétravailler à partir de leur matériel à eux, ce que je ne vous conseille pas forcément pour des raisons de sécurité, mais ce sera un autre sujet, il faut qu'ils aient au moins une configuration qui puisse encaisser tout ça. Il y a aussi des impacts au niveau du navigateur. Ça risque du navigateur, oui et non, c'est-à-dire que si vous mettez en place du Teams dans l'entreprise, vous allez certainement déployer l'application Teams, le client lourd. Donc à partir de là, ça se passera bien parce que le client aujourd'hui, il est compatible PC, Mac et Linux. Donc si vous utilisez autre chose comme système d'exploitation, il faut m'appeler. Je suis curieux, mais voilà. Si vous comptez quand même avoir une utilisation au travers du navigateur, attention, grosso modo, si vous êtes sur du Chrome, Google ou du Chromium Edge, ça se passera très bien, il n'y a pas de problème. Si vous êtes encore sur du IE11, du Edge, du Firefox ou du Safari, vous verrez qu'il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, en particulier les meetings en visio, tels que celui d'aujourd'hui, par exemple. C'est pour ça que dans les messages, à chaque fois, je vous mets un petit avertissement. Sur les versions d'Office, si vous êtes encore en Office 2010, je ne miserai pas dessus, donc ça peut, là encore, booster le pas vers une migration vers les dernières versions. Sachant que, ouais, voilà. Et ce qu'il faut regarder après aussi, ça peut alors, si vous venez de racheter vos licences Office, parce que bon, voilà, vos licences Office 2016 ou 2019, vous venez de les racheter, bon, vous n'allez pas aller prendre l'abonnement Microsoft, ça ne vaudra pas le coup. Par contre, si vous aviez des licences qui traînaient, si vous êtes typiquement encore en Office 2010, et donc c'est des vieilles licences, ça vaut vraiment le coup de regarder ce qu'on appelle Office Pro Plus, c'est-à-dire les options d'Office, on va vous parler des licensing tout à l'heure, qui incluent Word, Excel, PowerPoint, etc. Okay, pourquoi? Parce que là, vous passeriez un abonnement, et là, vous passez directement, là, vous auriez déjà amorti vos licences logicielles, donc il n'y a pas de problème à réinvestir là-dessus. Donc voilà pour l'OS et le navigateur. Sur la question des... Oui. Si je peux rajouter sur cette slide, Sébastien. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une licence Office 2016 ou 2019 que vous venez d'acheter, vous pouvez bien sûr ajouter des licences Office 365 web uniquement qui existent, qui permettent d'interconnecter ces suites Office avec les outils online, donc du Teams online, du SharePoint online, du Exchange online, et qui va vous permettre d'utiliser à la fois les outils lourds sur votre PC que vous venez d'acheter, ainsi que vos outils web, tout en continuant à travailler sans interruption de service. Et donc, du coup, je vais vous parler du licensing. Je te laisse la main sur le licensing. Ça marche. Donc, je te laisse passer sur la slide d'après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été installé la plupart du temps en entreprise, ce sont des licences Teams gratuites. Donc, vous en avez jusqu'à 500 000 de dispo sur les environnements. Ces licences Teams gratuites vous ouvrent jusqu'à 2 gigas par utilisateur au niveau de l'outil, donc pour vous, donc notamment avec l'utilisation de fichiers personnels sur du OneDrive, des choses comme ça, ainsi que 10 gigas d'espace partagé. Donc ça, c'est notamment si vous êtes sur un environnement, ça va vous ouvrir 10 gigas de place supplémentaire au niveau de l'environnement pour ouvrir des Teams et partager des documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctionnalités avec cette licence-là sont assez limitées, notamment au niveau des réunions, des enregistrements de réunions, tout ce qui est administration, c'est très difficile de les gérer. Et donc, bien sûr, pas de support là-dessus. Microsoft ne va pas supporter des outils gratuits. Donc ça, c'est la première licence qui a été appliquée. Il y a 2 autres types de licences qui existent sur Teams. Donc je vois certaines personnes qui en ont, notamment, c'est les licences Teams exploratoires. Donc ces licences Teams exploratoires ressemblent rapidement à la E1 que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc
celle-ci vous permettre de faire des réunions, des choses comme ça, qui va vous permettre d'utiliser un petit peu tous les outils, mais de façon assez limitée, dans le sens où ça sera limité dans le temps. Et pour certains d'entre vous, il a été mis en place des licences Microsoft gratuites 6 mois. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'avaient pas d'environnement Microsoft avant. Donc ceux-ci sont vraiment des licences E1, donc des vraies licences Microsoft qui sont valables pendant 6 mois. Et après, ces 6 mois elles seront tout simplement plus valables. Donc vous n'aurez tout simplement plus accès à ces environnements. On va vous présenter rapidement qu'est-ce qui existe au niveau licensing, histoire que vous soyez au courant des fonctionnalités qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 modes de licence différents chez Office 365. On va vous en parler de 3 dans les prochaines slides. Donc, il y a les licences TPE-PME qui ressemblent les petites entreprises de moins de 300 salariés. On va avoir les licences entreprises pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et ensuite, on va retrouver des licences éducation et gouvernementales. Donc, ces licences ont des pricing différents. Pour les licences éducation, on peut les acheter par les différents partenaires. Pour les gouvernementales, ça doit passer par les plateformes de commande pour les licences du gouvernement. Donc, je vais vous parler tout de suite de la licence TPE-PME. Donc, cette licence, comme je vous l'ai indiqué juste avant, elle est disponible que jusqu'à 300 licences sur un environnement. À plus de 300 licences, vous allez devoir passer sur les licences entreprises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le support pour ces licences-là est limité. Alors, il est limité pourquoi? Tout simplement parce que vous n'allez avoir un support que sur les incidents critiques. En gros, si c'est un problème fonctionnel parce que vous ne savez pas utiliser une fonctionnalité ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas de support S'il y sur a ces un choses. bug, mais pas gênant, hein, je veux dire. S'il y a un Voilà. truc qui plante et que c'est pas très gênant, Ouais. Microsoft estime que c'est pas très gênant, il n'y a pas de garantie, il y a un support et vous n'êtes pas en 24/7 et vous n'avez pas de délai de résolution. C'est ça. Et pour la Calédonie, on a en plus la chance de taper directement sur le support indien, qui n'est pas le meilleur du monde. Donc à chaque fois, il va falloir attendre un petit peu plus de temps avant d'être escaladé vers la France, notamment si vous voulez avoir un interlocuteur francophone. Bon, l'avantage, c'est qu'elles incluent quand même l'Azure AD P1. Donc qu'est-ce que l'Azure AD P1? C'est tout simplement le gestionnaire d'authentification online qui va vous permettre d'avoir vos utilisateurs et qui va permettre à vos utilisateurs de vous connecter. Oui, avec des fonctionnalités de sécurité un peu plus avancées, le P1, justement. Ça marche. Mais ça, si on fait une session sécurité, on en reparlera. Ça marche. Donc ces licences, vous allez prix public d'afficher en euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il est bien sûr possible de les acheter directement sur les environnements. La plupart du temps, il faut passer par vos prestataires préférés pour cela, qui ont des avantages qui sont un petit peu plus sympas là-dessus. Donc on a parlé rapidement des licences TPE-PME, donc qui regroupent la plupart des entreprises en Calédonie, hein, c'est ce qui est le plus vendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi les licences entreprises. Donc dans ce cas-là, c'est quand vous arrivez à plus de 300 utilisateurs sur un environnement. Donc si vous avez plus de 300 personnes à licencier, dans ce cas-là, il va falloir passer sur ce plan-là. Donc ce plan-là, en plus du plan précédent, il vous donne accès à tout le support disponible. Il se découle en 3 licences différentes qu'on va appeler la E1, la E3 et la E5. Donc Enterprise 1, Enterprise 3, Enterprise 5. Vous avez encore une fois les prix publics d'afficher. Quelle est la différence entre ces 3 types de licences? Un petit peu comme on avait juste avant, j'en ai pas parlé. Ça va tout simplement être les outils que l'on va avoir dedans. Plus on va aller vers la E5, plus on va retrouver des fonctionnalités différentes en termes de sécurité, en termes d'application. À chaque fois, on va venir ajouter des choses. Donc, un exemple simple, je vais vous parler surtout de la E1 et de la E3. Dans la E1, vous allez avoir accès à l'ensemble des outils, mais en version cloud uniquement. Vous allez retrouver du SharePoint, du OneDrive, du Exchange Online, donc du Outlook, la messagerie, du Yammer, du Teams, on en passe, il y en a 25 en tout. Mais en web uniquement. C'est-à-dire pour accéder à ces applications, il va falloir que vous vous connectiez à ces applications par le biais d'un navigateur. Donc on en a parlé tout à l'heure, Google Chrome ou Edge Chromium, qui sont les meilleurs navigateurs pour cette fonctionnalité. Ce que va vous apporter la E3 ou la Microsoft Premium, donc que l'on avait avant en version TPE-PME, ça va être le fait de pouvoir avoir l'ensemble de ces applications en mode PC. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Teams sur vos PC directement. Donc vous allez pouvoir les lancer comme des applications lourdes. C'est ce qui va remplacer demain les licences Office 2016 ou 2019 que vous avez achetées.
Donc c'est ce que disait Sébastien juste avant. Si vous avez acheté des versions 2016 et 2019 en client lourd, que c'est récent, on va plus passer sur de la E1 ou de la Microsoft Essential. Si on n'a pas encore ces applications-là, qu'on est toujours en 2010, on va pouvoir upgrader ces applications en passant sur la Pro Plus, qui est disponible dans la E3 ou dans la Microsoft Premium. Et dans le cas où vous êtes sur de l'éducation, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des licences à part qui sont moins chères, tout simplement. Vous allez retrouver les mêmes outils. Dans Teams, vous allez retrouver des fonctionnalités supplémentaires de gestion de classe, notamment des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la A1 est disponible gratuitement. Vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix étudiants sont différents des prix professeurs. Donc, c'est vraiment une méthode de licensing qui est très, très différente. Vous avez aussi un support étendu qui vous offre un petit peu tout ce que vous voulez, hein, que ce soit un incident critique ou tout type d'incident. Vous avez un problème pour créer un utilisateur, Microsoft va vous répondre, il n'y a pas de souci. Et vous allez retrouver quelques petites fonctionnalités supplémentaires liées à l'éducation, tout simplement. Oui, maintenant qu'on a bien parlé de la question des licences, on va s'intéresser à la question du réseau. Pourquoi? Parce que si vous partez sur des outils cloud et en particulier Teams, avant, vos applications, elles parlaient entre machines qui étaient sur votre réseau, donc ça se passait à l'intérieur du réseau. Là, tout va passer par un goulot d'étranglement qui s'appelle votre connexion Internet. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est des tests au niveau de la connexion Internet de votre entreprise. Il y a deux grandes choses à regarder. La première, c'est est-ce que tous les ports, il y en a une tapée de ports et d'IP sont autorisés. Donc là, vous avez de la documentation qui existe là-dessus. Je vous le dis, si vous devez configurer votre firewall là-dessus, ça prend un peu de temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir vérifier que votre débit et tous les paramètres qui peuvent rentrer on va dire, dans la qualité de votre réseau sont suffisants pour faire passer des appels vidéo en particulier. Pour ça, vous avez un outil, je vous ai mis le lien dans la slide, qui s'appelle le Network Testing Companion, qui est gratuit. Vous installez ça sur votre poste et ça vous permet de lancer des tests qui va tester justement que tout est bien ouvert et qui va tester la qualité de votre réseau. D'accord? Et vous voyez, par exemple, en ce qui me concerne, moi qui ai une connexion Internet chez un opérateur du coin, malgré toutes les options, il me dit que j'ai un taux de perte de paquet qui est quand même pas génial, ce qui explique aussi que j'ai une qualité quand vous m'entendez parler, ou si j'essaie de balancer ma vidéo, vous verrez que c'est pas une qualité géniale. C'est notamment à cause de ça. Donc au niveau de votre connexion, c'est quelque chose à tester, ça prend quelques minutes. Vous pouvez aussi simuler plusieurs appels afin d'avoir un tir et d'obtenir une moyenne. Okay. Après, ce qu'il va falloir regarder justement, c'est la taille du tuyau. Alors normalement, si vous étiez en métropole, vous auriez plusieurs possibilités. En dehors d'augmenter le tuyau Internet, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un WAN. Qui vous permet mettre en place des services, des choses comme ça. Vous avez aujourd'hui une option plus moderne qui s'appelle carrément le SD-WAN, qui permet d'aller faire de l'optimisation logicielle par-dessus du WAN réparti sur plusieurs opérateurs. Et vous avez en plus la possibilité de demander à Microsoft d'avoir quelque chose, un canal privilégié pour accéder à son réseau qui s'appelle Azure Express Route. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, Florian, je te laisse me corriger si j'ai une bêtise, et ça aurait été bien que Silver soit là, parce que c'est un sujet vraiment qu'il maîtrise. La plupart du temps, on va dire, vu que vous êtes sur un monopole, vous allez discuter directement avec l'OPT. Point barre. Pour la Polynésie, même chose. Pour ce qui est de la Réunion, je ne sais pas ce qu'il en est. Aujourd'hui, si vous pouvez faire autre chose que simplement augmenter la taille du tuyau en parlant avec les opérateurs. Je ne connais pas assez le territoire de la Réunion pour en parler. Mais il y a une vraie question, et donc ça, vous allez certainement avoir un coup de fil à passer auprès de votre opérateur Internet pour s'assurer que la vidéo va pouvoir passer correctement. Si vous n'avez aucune idée de ce que ça va représenter comme impact, je vais vous dire simplement, vous prenez votre débit Internet habituel et vous rajoutez 30%. C'est un minimum. Après, ça dépend toujours de votre usage. Il y a beaucoup de paramètres. Parlez-en encore une fois avec votre opérateur Internet préféré pour ça.
Une fois que vous avez regardé tous les impacts qu'il pouvait y avoir sur les postes, sur les applications, sur le réseau, il va falloir se poser la question de lier tout ça à votre Active Directory. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Teams, c'est dans Office 365, et pour toute la gestion des identités, ça repose sur un composant qui s'appelle l'Azure Active Directory, qui est, lui, à l'intérieur de votre tenant Office 365, qui est hébergé sur le cloud Microsoft. Et généralement, si vous êtes une entreprise qui existait déjà avant la crise et avant le cloud, vous avez votre réseau d'entreprise à vous, avec à l'intérieur un truc qui s'appelle votre Active Directory. Okay, et c'est l'Active Directory qui gère les mots de passe de tout le monde. Donc, ce que vous aimeriez bien, ce que vous souhaiteriez, c'est que ce soit les mots de passe de l'Active Directory et la gestion d'identité de l'Active Directory qui pilote l'Azure Active Directory. Retenez, il y a un truc qui s'appelle l'Azure Active Directory et vous avez votre Active Directory chez vous, qui sont deux choses différentes. Donc, comment les faire se parler? Ça va être ça la question. Alors, quel est l'intérêt de faire ce genre de choses? La première, c'est que votre utilisateur, il n'a pas 36 mots de passe, il n'en a plus qu'un, donc il est content. La deuxième, c'est qu'il n'a pas besoin de se réauthentifier à chaque fois qu'il veut accéder à du Teams. Il s'est connecté le matin sur sa session, pas besoin de retaper le moindre mot de passe ni quoi que ce soit. Et s'il y a une évolution du mot de passe de session au niveau de l'AD, ça sera automatiquement répliqué côté cloud, donc il n'aura rien à faire. Juste, voilà, il n'y a plus de problème de mot de passe. Et puis, ça va vous permettre d'augmenter la sécurité. Pourquoi? Parce que toutes les sécurisations que vous pourriez faire au niveau de votre Active Directory, de vos politiques de mots de passe, vous n'avez qu'une seule fois à le faire, plutôt que d'avoir à le gérer à deux endroits à la fois. Et le fait de devoir le gérer deux fois, c'est la meilleure manière de s'assurer qu'au final, il va y avoir un oubli. D'accord? Donc vraiment, ça n'a que des gains, c'est parmi les premières actions qu'on va vouloir mener. Si on va faire ça, eh bien, c'est un petit projet en soi. Et ce petit projet, il va se découper suivant les choses suivantes. La première chose à faire, on va dire, c'est une petite étude. Alors, si vous êtes une petite entreprise, c'est très rapide. Vous appelez votre informaticien préféré, il va tout de suite vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Si vous êtes une grosse entreprise avec plusieurs AD, ça demande à faire venir quelqu'un de spécialisé. Et à chaque fois, vu qu'il y a plusieurs options, dans la manière de le faire, il va falloir peser le pour et le contre, et ça peut valoir le coup de vraiment peser tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux manières de synchroniser ça, avec des options à l'intérieur des manières. Les deux manières, c'est les identités synchronisées et les identités fédérées. Je vous ferai un petit zoom dessus. La deuxième action à avoir, c'est nettoyer votre AD. Ça, vous n'allez pas avoir le choix. C'est malheureusement quelque chose qu'on n'aime pas avoir à faire. Et pour ça, Microsoft vous propose un outil qui s'appelle Idefix, que je vais vous présenter aussi tout de suite après. Une fois que vous avez fait ça, vous installez un outil qui s'appelle l'Azure AD Connect. Il suffit d'avoir une ou deux VM Windows Server. Ça ne demande pas beaucoup de ressources et c'est ces machines-là qui, grosso modo, vont assurer la synchronisation entre ce qui se passe sur votre réseau à vous et ce qui se passe sur le cloud Microsoft. Une fois que vous avez installé cet outil-là, il faut quand même se poser la question, notamment dans l'étude que vous avez faite au début, notamment si vous avez plusieurs AD au sein de l'entreprise, que vous voulez du SSO qui serait utilisé aussi sur d'autres applications, etc. Ça peut valoir le coup de mettre en place un outil qui s'appelle de l'ADFS, Active Directory Federated Services, ou Federation Services, qui va juste en gros se mettre entre vos AD et Azure AD Connect. D'accord? Mais vous avez toujours besoin d'Azure AD Connect. Et enfin, ce qu'il faut prévoir, c'est une interruption de service. Notamment au moment où vous allez mettre en place l'Azure AD Connect, il va falloir, ça c'est facile à faire, mais ce qu'il va falloir faire, c'est migrer tous vos comptes qui existent dans l'AD du cloud Microsoft pour les remigrer vers les comptes qui viendront du cloud, du on-premise, qui viendront de l'Azure AD Connect. Donc là, en gros, il y a une migration de comptes à faire, et ça, ça peut prendre du temps. Je crois que Silver me parlait d'une ABAC pour 1200 utilisateurs, 48 heures d'interruption de service, donc ça veut dire que c'est faisable sur un week-end. Moi, j'avais dû travailler sur des migrations à 3000 utilisateurs.
Sur les migrations à 3000 utilisateurs, on parlait de 3 jours d'interruption de service. Donc en un seul week-end, ce n'était pas faisable. D'accord. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, encore une fois. Donc, parlez-en avec votre service informatique préféré. Si je peux rajouter, Sébastien, Oui. donc pour le contexte, hein, on parle bien de sociétés qui ont un AD physique qui existe. Si vous travaillez actuellement sans ce type d'outils, c'est-à-dire avec des PC en standalone ou directement dans l'Azure Active Directory pour ceux qui avaient déjà un environnement, ça continue à fonctionner. Effectivement, il n'y a pas besoin d'installer un nouvel AD avec un nouveau serveur AD pour que ça fonctionne. Ah oui, mais tout le chapitre que je suis en train de faire ne vous concerne pas. C'est pour ceux qui n'avaient pas du tout d'Active Directory. D'accord. Du coup, ça pourrait être intéressant de justement utiliser l'Active Directory qui est fourni avec Office 365 pour piloter votre flotte de terminaux au sein de l'entreprise. Ça serait quelque chose à voir. Encore une fois, on fera peut-être un jour une session sur la partie sécurité, et là, on en reparlerait. OK. Juste la mise en place d'Azure AD Connect. Vous avez une ou deux VM. À quoi ça sert d'en avoir une deuxième? C'est simplement pour avoir de la redondance. D'accord. Et puis, ça, vous faites faire ça pour votre service informatique préféré, votre prestataire préféré, et c'est ce service-là qui jouera la liaison. Quand vous le mettez en place, grosso modo, parce qu'il y a des petites options là-dedans, il y a 2 familles pour faire ça. La première, c'est le Password Hash Synchronization. En gros, vous êtes en mode synchronisé. Quand vous faites ça, pour que ça fonctionne, l'utilisateur, quand il se connecte, à vrai dire, il va systématiquement s'authentifier directement auprès de l'Azure Active Directory, donc auprès du cloud Microsoft. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes obligé, avec l'outil de Azure AD Connect, d'envoyer, alors non pas votre mot de passe, mais ce qu'on appelle le hash, c'est-à-dire l'empreinte des mots de passe des utilisateurs, vous les envoyez dans le cloud Microsoft. C'est pas vraiment envoyer le mot de passe, mais c'est quand même envoyer l'empreinte. Okay. Pour des raisons de sécurité, si vous traitez des données sensibles, vous pourriez décider que, par exemple, vous ne voulez pas que ce soit hébergé par une société américaine, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous leur donnez quand même l'empreinte, donc Microsoft pourrait utiliser l'empreinte. OK. Donc, si moi, je suis une entreprise qui veut vraiment faire de la sécurité, et c'est l'option d'ailleurs qui est recommandée désormais par Microsoft, c'est de faire du PTA, du Password Through Authentication. Et dans ce cas-là, à vrai dire, vous copiez toutes les métadonnées de vos comptes Active Directory, mais vous n'êtes pas obligé de recopier le hash du mot de passe, l'empreinte du mot de passe. Et donc, dans ce cas-là, comment ça fonctionne? C'est quand l'utilisateur essaie de se connecter, il va aller parler à l'Azure Direct, à Office 365, à l'Azure Active Directory, et l'Azure Active Directory, lui, va aller parler à votre Active Directory à vous, et c'est votre Active Directory à vous qui ira vérifier que le mot de passe est le bon. D'accord? Sachant que pour des raisons X ou Y, on peut aussi décider de faire du PTA tout en répliquant les mots de passe. Ça vous offre certaines options de sécurité en plus, même si vous faites du PTA, de quand même faire de la réplication de mots de passe. Une fois que vous avez décidé quelle option vous prenez, etc., je vous avais dit, on va aller nettoyer les comptes, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier que tout ce qu'il y a comme information dans votre Active Directory est compatible avec ce que l'Azure Active Directory est capable de gérer. Donc, on va aller vérifier qu'il n'y a pas des chaînes de caractères bizarres, qu'il n'y a pas des doublons, qu'il n'y a pas des choses trop longues, qu'il n'y a pas des valeurs vides là où il a vraiment besoin d'avoir les valeurs. Donc, vous ouvrez l'outil, il est gratuit. Vous vous connectez dessus avec un compte qui a accès à l'Active Directory. Et puis, simplement, il va tout de suite vous remonter les alertes sur les choses qui ne lui vont pas. D'accord? Si vous voulez en amont voir toutes les règles, vous avez une documentation sur le sujet. Enfin, aussi, on va regarder si vous souhaitez synchroniser les groupes de sécurité qui existent dans votre Active Directory aujourd'hui. Alors, ça n'a pas de sens de le faire pour tous. Première chose. On va dire, parfois, on va simplement ne pas du tout le faire. Et si vous le faites, il y a quelques limites, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas synchroniser des groupes de plus de 50 000 membres. Je ne pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde aujourd'hui au sein sur les îles, en tout cas. Il faut savoir que ce qu'on appelle les nested groups, c'est-à-dire les groupes Active Directory qui contiennent des groupes Active Directory, c'est pas supporté pour l'instant.
C'était annoncé pour février 2020, donc on peut espérer l'avoir, en tout cas courant 2020. Il y a eu du retard sur l'ensemble des nouvelles fonctionnalités liées à la crise sanitaire. Ça devrait arriver. Alors, on n'a pas accès au Nested Group. Par contre, le truc génial que vous avez dans l'Azure Active Directory, ce qu'on surnomme AAD dans les slides, c'est qu'on va pouvoir, si vous utilisez par exemple du Azure AD P1, c'est que vous pouvez créer des groupes basés sur les propriétés des comptes AD. Et donc ça, c'est vraiment formidable. Ça vous économise beaucoup de boulot, ça économise beaucoup de scripting, donc c'est bien. Mais voilà, en contrepartie, vous avez ça. Une fois qu'on a regardé justement toute cette partie de synchronisation, il va y avoir un autre chantier à lancer. C'est un chantier de sécurité. Souvent, on a tendance à se dire, c'est bon, je suis chez Microsoft, c'est génial, ça va rouler sur des roulettes parce que j'ai confiance en Microsoft. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes chez Microsoft que vous n'avez plus de boulot à faire, okay, en termes de sécurité. Microsoft vous offre un certain nombre d'options de sécurité par défaut, d'accord, parce que c'est les plus simples à gérer, mais ça ne veut pas dire que le niveau de sécurité est suffisant. Ce qu'il faut comprendre, en particulier, c'est que si vous ouvrez, je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, votre sécurité sur du cloud, ça veut dire que n'importe qui peut essayer de se connecter à votre Teams. Et si vous, en plus, vous migrez tout ce qui est mail, etc., ça veut dire que n'importe qui, même une personne qui serait en Chine ou au fin fond de la Russie ou du Kazakhstan, peut essayer de se connecter, pour peu qu'il ait votre adresse email. D'accord ? Donc, vous allez dire, j'ai un super mot de passe, tout va bien. Les mots de passe, aujourd'hui, si vous lisez l'actualité, vous devriez savoir que c'est vraiment pas génial, pour plusieurs raisons. Faites un peu d'ingénierie sociale, vous arrivez à deviner les mots de passe des gens. Et puis souvent, les gens réutilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs plateformes. Donc, comme la plupart des plateformes qui traînent sur Internet se sont faites pirater à une date ou à une autre, un truc, je veux dire, on avait quoi? On avait LinkedIn, par exemple, qui s'était fait pirater il y a quelques années. Donc, les mots de passe LinkedIn de l'époque traînent sur ce qu'on appelle le dark web. Donc, moi, si je suis un pirate, je vais récupérer ces listings-là, je regarde s'il n'y a pas votre adresse perso qui traîne dedans, et je me dis, oh, il va certainement utiliser le même mot de passe sur le mot de passe pro. Je le tente et bingo, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une technique. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des choses très, très compliquées, ça marche très bien. Donc faites très attention à ça, et se contenter aujourd'hui d'avoir une sécurité qui repose uniquement sur le mot de passe, même si c'est des gros mots de passe, c'est vraiment pas recommandé, d'autant plus qu'on sait que les utilisateurs sont des humains et que même si on les oblige à changer de mot de passe tous les 3 mois, ça enquiquine tout le monde, moi y compris, et donc c'est vraiment pas la bonne manière de gérer les choses. Donc arrêtez d'enquiquiner vos utilisateurs à renouveler tous les 3 mois leur mot de passe et mettez plutôt en place un truc qui s'appelle du MFA, c'est-à-dire de l'authentification multifacteur. Si vous avez juste la licence Office 365, vous avez déjà la possibilité de mettre en place du MFA. Regardez au niveau des comptes, vous avez un petit quelque chose, si vous allez dans la gestion des comptes de vos utilisateurs, gérer l'authentification multifacteur, et vous allez pouvoir activer utilisateur par utilisateur l'authentification multifacteur. Après, si vous avez un admin, vous pouvez mettre en place des policies, vous pouvez mettre en place plein de choses, notamment si vous avez des options supplémentaires, faire en sorte qu'on ait besoin de faire du MFA que si on est à l'extérieur du réseau, parce que ça peut être un peu pénible. Le MFA, ça va consister en quoi, au final, pour votre utilisateur? C'est que je vais toujours avoir à taper mon mot de passe, d'accord? Et une fois que j'ai tapé mon mot de passe, eh bien, je vais avoir un deuxième facteur d'authentification qui peut être, par exemple, la réception d'un code par SMS ou la réception d'un appel, d'accord? Si je décroche et que j'appuie sur dièse, c'est que j'étais bien au bout de mon téléphone et c'est bien moi qui essaie de m'authentifier. Ou on va aussi la jouer avec une application qui s'appelle Authenticator, qu'on va installer sur le smartphone de l'utilisateur et qui va lui permettre de valider qu'il est bien en train d'essayer de se connecter. D'accord? Donc, mon pirate qui est en Chine, par exemple, s'il a juste piqué mon mot de passe, comme il n'a pas aussi piqué mon téléphone, il sera très embêté à cause de ça. Et ça, vraiment, le MFA, c'est le basique du basique pour augmenter la sécurité sur les comptes. D'accord? Donc, faites-le. Et si vous devez le faire, par contre, la petite astuce, c'est garder toujours un compte de sécurité avec un très long mot de passe dans un coin
qui, lui, est admin du domaine, et qu'on appelle un glass breaker, sur lequel vous n'avez pas activé le MFA. Pourquoi? Parce que si un jour il y a une panne Microsoft au niveau du MFA, vous serez très content d'avoir un compte qui ne repose pas sur le MFA. Mais en dehors de ça, vraiment, activer le MFA, c'est vraiment la première chose à faire en termes de sécurité pour combler un maximum de failles. Okay. Après, il y a d'autres sujets. Je vous les ai mis là, mais il y a plein de protocoles à désactiver. Il y a la protection contre le phishing, il y a de l'accès conditionnel, il y a, à vrai dire, on peut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de mot de passe du tout. C'est-à-dire que les gens ont juste besoin de valider avec leur téléphone portable ou par la réception d'un SMS. Il y a plein de choses à faire en termes de sécurité pour vraiment augmenter la sécurité de ce qui est sur Office 365. Office 365 est, on va dire, plus exposé parce que c'est du cloud, et parce que c'est du cloud, n'importe qui peut essayer de se connecter. Alors que si j'étais sur le réseau de l'entreprise, il faudrait que je sois physiquement présent dans les locaux pour essayer de me connecter. La réalité aujourd'hui nous montre que votre réseau, même s'il est très bien sécurisé, il n'est jamais 100% sécurisé, donc on peut quand même arriver à y rentrer. Et il vaut mieux avoir du cloud avec du MFA bien sécurisé. Et là-dessus, Microsoft vous offre des solutions de sécurisation vraiment clés en main. Mais là, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. La chose à retenir, c'est faites à minima du MFA. Et si je peux rajouter un truc, Sébastien, on a pendant longtemps pensé que la Calédonie était protégée parce qu'on était une île. On le rappelle à chaque AOS, à chaque événement Microsoft qui est effectué. Aujourd'hui, la Calédonie n'est plus protégée. On reçoit des attaques de partout, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie. Donc on en reçoit vraiment de partout. On a toujours des clients qui se font cryptoloquer, donc crypter l'ensemble de leurs fichiers contre rançon. Aujourd'hui, c'est un vrai problème et on est de plus en plus soumis aux attaques, tout simplement parce que les pirates ont compris que la Calédonie n'était pas assez protégée. C'est-à-dire que les efforts n'avaient pas été mis en place pour ça. Quand ils piratent, ils ont tendance à disséminer à tout va, et en vrai, ils ne font pas attention à ce que vous êtes en Calédonie ou pas, quoi. Je veux dire, ils envoient des mails de phishing, des trucs comme ça à n'importe qui. La plupart des attaques, à vrai dire, aujourd'hui, commencent par j'envoie au hasard. C'est vraiment ça qu'ils font. Et donc, ça tombe en Calédonie, mais ça a autant de chances de tomber en France qu'aux États-Unis, qu'au Kyrgyzstan, quoi, je veux dire. Tout pareil. Donc, si vous êtes sur une île, l'eau ne vous protège pas des attaques informatiques. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a un dernier point sur la question de sécurité, c'est la question des sauvegardes. C'est une question qui est souvent posée. Oui, mais les sauvegardes, est-ce que mes données qui sont sur le cloud Microsoft, c'est sauvegardé? Alors, il faut savoir que Microsoft, qui vous offre une qualité de service, qui vous assure normalement une qualité de service de 99,9%, lui fait des sauvegardes 2 fois par jour et il va garder ces sauvegardes pendant 14 jours. D'accord? Il utilise ces sauvegardes uniquement s'il y a un problème de son côté. S'il y a un problème de votre côté à vous, par exemple, un de vos utilisateurs a gentiment supprimé tout ce qui n'arrive jamais, bien sûr. Alors, en théorie, vous pouvez rien faire. Il n'est pas censé le faire. Après, si vous faites une demande au support, généralement, ils le font, mais par contre, ça peut prendre 1 à 2 jours. Ce n'est pas fait dans l'heure. Hein. Donc, si vous voulez vous prévenir des bêtises de vos utilisateurs ou que vous avez des obligations réglementaires ou que même simplement le patron a dit ou le DSI a dit moi, je vais avoir une copie locale chez moi, vous allez devoir passer par une solution de sauvegarde qui va faire une réplication de tous vos contenus sur des serveurs qui sont chez vous. Là-dessus, je vous ai mis plusieurs icônes. Vous avez Vim Software, vous avez AvePoint, vous avez ShareGate Desktop, vous avez Acronis, vous avez Metalogic Quest. Voilà, ils ont chacun leur prise, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on ne va pas vous faire une présentation aujourd'hui, mais voilà les noms des principaux acteurs sur le marché de la sauvegarde Office 365. Après, l'autre point aussi, si vous faites de la migration Teams et vous dites, tiens, bah, c'est bon, c'est parti là-dedans, vous allez vous dire, tiens, j'ai des documents qui traînent sur du on-premise que j'aimerais passer sur du Teams. D'accord? Alors, vous pouvez toujours faire du glisser-déposer, ça marche, mais au bout d'un moment, si vous avez des gros volumes, ça va rapidement lasser vos utilisateurs. Donc, se pose la question de la reprise de contenu.
Ce qu'il faut regarder, on vous l'a déjà expliqué, c'est que derrière Teams, les documents, c'est stocké dans un outil qui s'appelle SharePoint. Donc le mot-clé à retenir, c'est SharePoint. Et on a des outils qui permettent de migrer des documents qui sont chez vous vers du SharePoint Online. D'accord? Et derrière tout Teams, il y a un SharePoint Online, il y a une collection de sites. Le premier outil à regarder, c'est un outil gratuit qui est fourni par Microsoft qui s'appelle le SharePoint Migration Tool. C'est pas vieux, ça a à peine 2 ans. C'est gratuit, ça vous permet d'aller migrer des documents qui sont dans du SharePoint 2010 ou du SharePoint 2016 ou du SharePoint 2019 ou sur du disque partagé tout simplement, d'accord, vers votre SharePoint Online. Ça, vous trouverez le lien dans l'admin, si vous êtes dans votre admin, cherchez dans l'admin SharePoint, il y a un lien qui vous permet d'aller télécharger l'exécutable qui va bien. Vous vous connectez, vous vous identifiez auprès de la source, vous vous identifiez auprès de la destination, vous sélectionnez ce que vous devez migrer et vous dites OK, et ça va migrer les documents. Je crois que ça migre les versions des documents, ça migre les métadonnées si ça a exactement le même nom des deux côtés. Par contre, ça ne fera pas plus. Ça ne migrera pas les versions, ça ne migrera pas les workflows, ça ne migrera pas les pages, ça ne migrera pas tout ça. Okay, c'est assez limité en termes de migration. En plus, bon, ça vous pouvez à la rigueur, vous pouvez former vos utilisateurs à le faire eux-mêmes, ou en tout cas ça peut être l'IT qui le fait, qui le pilote, etc. Si vous avez des très gros volumes qui gèrent, qui tirent entre guillemets en centaines de gigas ou en téraoctets, le petit outil qui tourne sur votre machine à vous, ça va très rapidement vous lasser parce que ça va être très très long. Donc vous avez désormais un nouvel outil qui s'appelle le SharePoint Migration Manager, qui fait à peu près la même chose, mais par contre, aujourd'hui, il ne sait faire ça que pour les disques partagés. L'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez l'installer sur plusieurs machines chez vous, et il va y avoir un load balancing qui va se faire pour optimiser le temps de chargement. Et donc, ça permet, en gros, de monter beaucoup plus vite les documents qui sont chez vous vers le cloud Microsoft. Okay, toujours dans la limite de votre bande passante, par contre. Donc ça, vous le programmez à chaque fois vers vers comment vers les heures, les week-ends ou le soir, par exemple. Okay, donc ça marche. Après, si vous avez des documents que vous souhaitez migrer d'un autre service cloud, parce que vous aviez, par exemple, vous étiez parti au début sur du G Suite, du Google. Bon, grosse erreur, vous n'auriez jamais dû. Non, je rigole. Enfin bon, si, sérieusement, vous n'auriez pas dû. Bref, ou si vous avez d'autres tenants Office 365 qui traînent et vous voudriez le migrer du tenant A vers le tenant B, etc. Bref, si vous devez migrer d'une source qui est sur du cloud, tel que vous les voyez sur l'illustration que je vous affiche là, par exemple Box, Dropbox, etc. Si vous avez ces sources-là et que vous souhaitez migrer vers votre cloud à vous, votre tenant à vous, eh bien, vous avez un outil qui s'appelle Mover.io qui a été racheté par Microsoft. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, il est gratuit pour vous. Dès lors que vous avez un tenant Office 365, Mover.io est gratuit. Ça va vous permettre de faire comme ça les migrations des autres services cloud vers votre Office 365. Enfin, pour terminer sur la question de la reprise de contenu, si vous avez, vous voulez migrer des documents, mais pas que, vous voulez la reprise de toutes les métadonnées, quel que soit le type, avec les workflows, les pages, les groupes de sécurité, que vous avez des SharePoint avec des jets dans du SharePoint, etc., il va falloir passer par des outils payants. Là-dessus, vous en retenez 3. Vous avez Halfpoint, vous avez ShareGit Desktop, vous avez Quest de chez Metalogix, qui feront là aussi du très bon travail. Moi, j'utilise pas mal ShareGate, c'est vraiment un très bel outil. L'inconvénient, c'est qu'il est payant. Après, ça ne coûte pas énormément comparé au service que ça rend, quel que soit l'éditeur que je vous donne là. Une fois que vous avez réfléchi à tout ça, à la reprise de contenu, à vrai dire, il y a une question à se poser, c'est l'ordre de déploiement des services. Et là, je te relaisse la main, Florian. Ça marche, merci Sébastien. Donc, ce qu'il faut savoir, pour tout ce qui est migration pour tout ce qui est déploiement des services, on parlera après Sébastien vient de parler de tout ce qui était migration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir un petit peu d'adaptation au changement à effectuer, on en parlera aussi après, et d'étalonnement des différents services qui sont disponibles pour savoir qu'est-ce que l'on va mettre en place et pour qui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces différents services se basent sur
2 à 3 services requis dans Office 365, quasiment tout part de là. On va avoir tout d'abord Exchange, la partie messagerie. C'est normalement le premier point d'entrée dans Office 365. Aujourd'hui, sans ça, vous allez retrouver en fait beaucoup de petits bugs à droite à gauche, que ce soit dans Planner, que ce soit dans Teams, etc. etc. Donc c'est l'outil obligatoire dans Office 365. Si vous ne l'avez pas, ça fonctionne, mais avec beaucoup de limitations. Les deux autres outils obligatoires sont SharePoint et OneDrive. Donc on en a déjà parlé. Ce sont les outils qui vous permettent de faire de la gestion documentaire. On va le retrouver à 2 échelles différentes. OneDrive pour tout ce qui est documents de travail, documents de stockage personnel, ce qu'on va retrouver habituellement sur les PC des personnes ou dans un répertoire U sur les serveurs de fichiers. Et SharePoint qui est plus l'endroit où je vais retrouver tous mes fichiers partagés. Ces 3 outils sont les outils obligatoires dans Office 365. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir avancer sur les autres outils. Tout simplement parce que les autres outils vont s'appuyer sur ces 3 outils principaux pour pouvoir faire les différentes actions. Ensuite, vous allez retrouver 25 outils différents. Donc là, vous avez les principaux qui sont ici. Ces 25 outils, dans une entreprise, on va éviter de tous les lancer en même temps, tout simplement parce que on va avoir du mal à supporter la charge qu'il y a derrière et qu'il va falloir pouvoir accompagner les utilisateurs. On va en parler juste après. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Tout simplement, on va découper le projet par application ou par usage en se disant, moi, je vais avoir l'usage gouvernance, je vais avoir l'usage collaboration, je vais avoir l'usage intranet, l'usage aide, etc. Je vais découper tous ces services et je vais les étalonner dans le temps. Ça, c'est une première méthode de travail. Donc là, vous avez un plan, par exemple. Ça, c'est un exemple concret qui a été fait chez un client. L'idée, c'est, je vais commencer par gérer la gestion des identités. Donc, on a avancé la flèche collab à gauche tout simplement parce que dans notre principe de crise, on a commencé par Teams ici. Mais il va vraiment falloir commencer à penser à ces différents sujets avant tout. On va avoir la mise à jour de tout ce qui est infrastructure post, donc mettre à jour Windows 10, mettre à jour les suites Office, etc. On en a parlé. Et ensuite, on va avoir toute la brique applicative, donc tout ce qui est collab, visio, chat, donc tout ce qui est Teams, tout ce qui est intranet, donc comment je vais accéder à l'information, comment je vais communiquer de l'information, comment je vais naviguer dans cette information. Et ensuite, on va avoir tout ce qui en découle, tout ce qui est jet de métier, donc tout ce qui est processus que je vais pouvoir appliquer sur les différents outils d'Office 365, tout ce qui est autres services, donc OneDrive, Forms, Streams, et j'en passe beaucoup, tels que Planner, tous ces petits services qu'on va venir offrir aux utilisateurs une fois que toutes les premières briques seront mises en place. Et bien sûr, on va avoir une flèche qui est tout en bas, qui est la gestion du changement. Tous ces outils, ça s'applique, il faut former les gens dessus, mais il faut aussi les accompagner dans le temps, vérifier l'adoption, etc. Faire toutes ces choses-là. On va retrouver aussi une flèche gouvernance, c'est ce qu'on va faire assez souvent en fin de phase. C'est ce qui va permettre de manager l'ensemble de mon information, savoir qu'est-ce que l'on a, où est-ce que c'est et qui y a accès, tout simplement. On va gérer toutes ces choses-là. C'est une façon de faire. On n'est pas obligé de découper. On voit aussi certaines sociétés qui font le choix de tout lancer d'un seul coup. Mais dans ce cas-là, on va se baser sur autre chose. On va par exemple former des ambassadeurs spécialisés sur les outils. Donc des ambassadeurs qui sont spécialisés sur la collab, d'autres spécialisés sur l'intranet, spécialisés sur la GED, qui pourront répondre aux questions de façon très très pointue une fois qu'ils auront été formés. L'accompagnement au changement, c'est quoi? C'est effectivement de la formation. On va commencer par là. Donc, qui est-ce qu'on va former en entreprise? J'ai envie de dire, ça va dépendre de la taille de votre société. Dans le cas où vous êtes une PME et que vous êtes 10 personnes, on va peut-être former les 10 personnes directement sur l'outil. Cela permettra d'avancer plus vite et de prendre plus rapidement en main les différents outils sans perdre trop de temps. Dans le cas de plus grosses sociétés, on va plus penser à former ce qu'on appelle des ambassadeurs. Ces ambassadeurs, c'est tout simplement un lot de personnes qui correspond de 5 à 15% de la société en fonction de la vitesse où on veut aller dans l'adoption, qui seront formés, qui seront spécialisés sur les outils et qui permettront par rebond de former l'ensemble des salariés. Bien sûr, ce n'est pas tout. Former des ambassadeurs, ça ne va pas tout former, ça ne va pas faire tout dans la société. Il va falloir mettre d'autres choses en place. Ces autres choses, ça va être la communication. La communication doit être impliquée dans les projets de mise en place d'Office 365 aujourd'hui. Le service informatique ne doit pas être le seul à porter ce type de projet.
En effet, la communication va donner un œil un petit peu neuf, elle va permettre de promouvoir les outils, elle va permettre d'expliquer comment fonctionnent les outils, elle va permettre d'écrire, donner des contenus en ligne qui vont permettre de s'auto-former dans les outils. Une erreur qui est très souvent faite dans les entreprises, c'est qu'on va penser aux salariés existants, mais on ne va pas former les salariés futurs, on ne va pas y penser à ces personnes-là. Et comment on va former les salariés futurs? Par la mise en place de vidéos, par la mise en place de formations en ligne, où on va forcer les nouveaux employés, on va leur demander d'aller sur ces sites pour s'auto-former sur les outils de la société. Bien sûr, on va former le support. Il va falloir pouvoir répondre aux questions techniques des employés. Les ambassadeurs ne sont pas là pour ça. Et dans ce cas-là, le support va pouvoir répondre techniquement pourquoi l'utilisateur a un bug, pourquoi l'utilisateur n'a pas tel outil sur son PC, pourquoi l'utilisateur n'arrive pas à se connecter. Et pour finir, des méthodes un petit peu plus ludiques, un petit peu plus sympas, sont tout ce qui est déjeuner, tout ce qui est atelier, et même pour aller plus loin, tout ce qui est gamification. L'idée d'amener les outils par le jeu est aujourd'hui un formidable outil d'adoption. On en voit un petit peu partout, la mise en place d'escape game par exemple, qui va vous permettre de découvrir les nouveaux outils au fur et à mesure d'un jeu, enfin par le biais d'un jeu de rôle. On va retrouver des puzzles, on va retrouver des ateliers où on va pouvoir passer de plateforme en plateforme pour répondre à un but particulier. Toutes ces choses-là s'effectuent et permettent d'apprendre à utiliser les outils tout en s'amusant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés déjà pour commencer. Et donc on arrive sur la phase de questions-réponses. Toute question est acceptée, aucune question n'est bête, bien sûr. On est là pour y répondre. Donc Sébastien et moi sommes spécialisés sur tout ce qui est Office 365, solutions cloud. Donc n'hésitez pas, on est vraiment là pour y répondre pour l'instant.